Vous êtes les bienvenus dans cette édition d'information dont voici les grandes lignes. Le Premier ministre chef du gouvernement est en Suisse pour assister à la 5e édition de Africa CO Forum. Mamadi Youla incite les investisseurs à s'orienter vers la Guinée. Et puis les travaux des chantiers du 55e anniversaire célébré à Beila connaissent des contretemps. À quand l'achèvement? La réponse dans ce journal avec notre reporter Tcherno Ousmane Diallo. Antonio Soare prend les rênes de la Fédération guinéenne de football. Le nouveau patron de Fegifoot a signé les documents de passation en présence des membres du comité local. C'est tout pour les titres, les détails dans un instant. De vous savoir nombreux sur la télévision nationale. Parlons business à l'entame de cette édition. Le Premier ministre prend part aux travaux de la 5e édition de Africa CO Forum à Genève. Cette conférence internationale est une plateforme de débat et de réflexion sur les défis économiques et industriels du continent afin d'assurer son développement. Adi Camara est notre envoyé spécial en Suisse. C'est dans un contexte économique particulièrement difficile que se tient à Genève, en Suisse, la 5e édition de Africa CO Forum. C'est une initiative qui privilégie la transformation fondée sur un développement à grande échelle de l'agriculture en tant qu'activité commerciale à forte valeur ajoutée, stimulée par le secteur privé et soutenue par le secteur public. Nous sommes venus pour échanger au niveau de la plénière, expliquer les opportunités d'investissement de la Guinée. On s'est focalisé sur 3 secteurs prioritaires qui étaient les mines, l'énergie et l'agriculture. Ce forum regroupe plus de 1000 participants venus de 4 coins du monde. Ils vont débattre des questions essentielles permettant d'accélérer les performances des entreprises africaines. Ma participation a été beaucoup plus d'attirer les investisseurs vers la Guinée, tous secteurs confondus. Ce n'était pas particulièrement pour le groupe d'Icopress, dans la mesure où nous avons suffisamment de partenaires aujourd'hui avec lesquels nous évoluons tant dans le cadre du BTP que dans le cadre commercial avec notre filiale Geco Multiservice International et également notre filiale Nalou Transit et Kakande Imo. Donc on est venu pour parler au nom de la CEPEG, donc Confédération patronale des entreprises de Guinée, mais également en tant que fils de la Guinée, à convaincre les Africains, les Européens, les Américains à venir investir dans notre pays. En tant qu'un jeune entrepreneur, vraiment, je remercie vraiment les initiateurs, puis je remercie le gouvernement de la République de la Guinée d'avoir accepté de venir inviter les Guinéens et puis venir montrer le deal business de la Guinée à Genève pour montrer là où la Guinée est en train d'aller et puis qu'est-ce qui existe en Guinée et pour les investisseurs puissent venir en Guinée. Le Premier ministre Mamadi Youla, qui a représenté le chef de l'État, professeur Alpha Condé, à ce forum de Genève, a axé son intervention sur la création d'un environnement qui rassure les citoyens africains et encourage les investissements étrangers en vue d'impulser le développement social et économique de l'Afrique. Nous avons les 3 principales thématiques de ce forum qui portent sur l'agriculture, l'énergie et les mines. Et comme vous le savez, pour la Guinée, ces thématiques résonnent avec une consonance toute particulière dans la mesure où la politique économique de relance prônée par le chef de l'État que nous menons aujourd'hui dans notre pays s'appuie essentiellement sur ces 3 piliers avec peut-être les infrastructures. Mais je dois dire que c'était une occasion opportune pour la Guinée de venir parler de ces questions. Ici à Genève, experts africains et internationaux vont animer des panels à travers des projections concernant les difficultés auxquelles sont confrontées nos entreprises nationales et leur rôle dans la création des richesses et d'emplois. Inauguration d'une nouvelle agence de microfinance, son nom Crédit Cash. Ses portes sont ouvertes dans l'enceinte de l'Office de la Poste guinéenne. Elle a pour mission d'offrir des services financiers postaux accessibles à la population et contribuer au développement économique du pays. Abdoulaye Diallo nous signe ce reportage. Longtemps au ralenti dans l'exécution de ses activités, l'Office de la Poste guinéenne s'inscrit dans l'élan du renouveau.
Dans cette dynamique, l'OPG se veut une organisation au service du paysage financier de la Guinée. Cette volonté se concrétise sur le terrain. Le Crédit Cash est le fruit de cette offensive amorcée par les responsables de la Poste. Crédit Cash, c'est une institution de microfinance qui fait toutes les activités bancaires de détail, de proximité, qui permet aujourd'hui aux nombreux Guinéens et nombreuses Guinéens non bancarisés d'avoir aujourd'hui accès aux produits et services bancaires. Cette avancée est le fruit d'un partenariat entre l'OPG et le BDK Group, une agence bancaire internationale. L'objectif est d'accompagner le gouvernement dans l'amélioration des conditions de vie des populations en créant des services financiers postaux. Une nouvelle offensive qui prend en compte les réalités et les préoccupations du moment. Je peux vous dire que d'ici la fin de l'année, vous aurez l'opportunité de venir participer au lancement, à l'inauguration, à la mise en service d'autres opportunités que le secteur de la Poste mettra à la disposition des consommateurs. Parce que toutes nos actions sont orientées vers le développement socio-économique, le développement des conditions de vie des populations. Peu après l'inauguration de cette agence logée dans les locaux de l'office ici à Almamia, les différentes parties ont procédé à la signature du contrat d'une durée conventionnelle de l'OADA qui est de 99 ans. Bientôt la deuxième semaine du numérique. L'événement est prévu du 19 au 22 avril prochain à l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry sous le thème « La connexion dans les villes africaines ». Au programme des séances d'échange et de détection des esprits créatifs afin de ressortir des innovations. Mamadou Saliouba, reportage. La semaine du numérique est attendue du 19 au 22 avril. Elle mettra en compétition les jeunes innovateurs dans l'écosystème numérique. L'idée est de détecter les talents capables d'entreprendre dans le numérique. L'événement est organisé par le ministère des Postes, Télécommunications et de l'économie numérique. C'est d'abord de sensibiliser la jeunesse guinéenne, les hommes et les femmes, quant au potentiel qu'ils ont, quant à la créativité qu'ils ont, quant à la possibilité qui leur est offerte de s'affirmer, de venir présenter ce qu'ils ont comme trouvailles, de venir mettre à compétition leurs idées, leurs projets. C'est de pouvoir créer un écosystème guinéen capable de répondre à toutes les problématiques, à tous les besoins, qu'ils soient du domaine privé, qu'ils soient du domaine public, qu'ils soient du domaine social, et qu'il y ait des acteurs guinéens, des jeunes et des femmes capables de présenter des solutions pouvant répondre efficacement à ces différentes problématiques. Cette deuxième édition sera marquée par une série d'activités axées sur l'innovation et l'entrepreneuriat dans le numérique. L'objectif vise la création d'emplois durables et la production de la richesse. Nous avons l'objectif principal de développer, d'aider à soutenir, à l'instar du gouvernement et de Monsieur le Président de la République de la Guinée, l'entrepreneuriat jeune et l'entrepreneuriat féminin. Pourquoi ces deux volets? Ce n'est pas les seuls du levier économique, mais il est vrai que l'entrepreneuriat jeune, quand un jeune s'en sort, quand un jeune crée de la richesse, c'est pour le long terme et ça va développer forcément le pays. Les lauréats de la semaine du numérique vont représenter la Guinée à la rencontre continentale dénommée Transform Africa, prévue au mois de mai à Kigali, au Rwanda. Toujours dans l'actualité nationale, l'autonomisation des jeunes fait partie des priorités phares du président de la République. Professeur Alpha Condé a accompagné 27 entreprises privées à travers le projet Démarrage piloté par Afriland First Bank. Ce projet imprime les stratégies d'amélioration des revenus ainsi que l'éducation entrepreneuriale. Abdul Aziz Baldé pour les détails. Rendre autonomes les jeunes, une volonté du chef de l'État. À travers le ministère de la Jeunesse et le Fonds national d'insertion des jeunes, professeur Alpha Condé décide d'accompagner 27 entreprises du pays. Pour s'assurer de l'existence et de la fiabilité des entreprises, les responsables du FONIGE et Afriland First Bank sont sur le terrain. D'après le constat, les bénéficiaires affichent une satisfaction. Je suis très contente, très émue du président de la République parce que depuis la Guinée a été Guinée, les jeunes n'ont jamais eu l'initiative de monter des projets. Même s'ils montent des projets, les projets ne sont jamais financés. C'est grâce à lui, le professeur Alpha Condé, que nos projets ont été financés. Depuis 2014, on était là de marcher, de booster par-ci, par-là. Mais heureusement, en 2016, notre projet a été financé et le 12 août
2016, il y a eu le lancement, la remise des chèques. Donc vraiment, je suis très contente du président de la République. L'idée est de créer l'emploi pour les jeunes et générer des ressources pour les bénéficiaires. Je compte le rembourser totalement avec certitude, parce que là, je l'ai pris pour ça, je ne l'ai pas pris pour bouffer, je l'ai pris pour investir, pour travailler. Et là, j'ai la confiance totale que je le rembourserai et je ferai la fierté du gouvernement guinéen et de la jeunesse guinéenne. Intitulé Projet Démarrage, ce programme doit servir de guide aux autres entreprises dont les dossiers sont en cours de finalisation. En ligne de mire, réduire le chômage des jeunes afin de créer des entreprises pérennes. On a voulu toucher un certain nombre d'activités pour qu'on voie à terme quelles sont les activités qui vont beaucoup plus générer de revenus et d'emplois. Pour donner la chance à d'autres jeunes qui pourront aussi profiter de cette opportunité pour grandir et donner encore à d'autres. Ça pourra nous permettre, un temps soit peu, d'éradiquer le chômage. Entamé depuis août 2016, ce projet devrait toucher toutes les préfectures du pays. Le but est d'aider les jeunes qui constituent aujourd'hui plus de 65% de la population guinéenne. Vous suivrez l'intégralité de ce reportage dans Info Plus juste après cette édition. Justice avec l'ouverture du procès des présumés auteurs des actes de vandalisme sur les engins de Enanchin à Koya. 24 personnes comparaissent à la justice de paix de Koya pour destruction de biens publics et privés. Cela n'a pas empêché la reprise des travaux sur les chantiers de construction de l'autoroute km 36 Koya. Ansoumani Toumani Kamara pour en savoir davantage. Ce lundi, à la justice de paix de Koya, ces audiences publiques s'ouvrent juste une semaine après des actes de vandalisme sur les engins de la société chinoise en charge de la construction de l'autoroute km 36 Koya. Dans le box des accusés, ils sont 23 présents sur 24 à comparaître devant les juges. Ces prévenus, dont le plus âgé à 37 ans, sont poursuivis pour destruction de biens publics et privés. D'abord, moi je suis contre toute forme de violence. Nous sommes dans une société civilisée. Force doit rester à la loi. Personne n'aime qu'il y ait des troubles dans ce pays. Il faut le regretter, le déplorer. C'est un acte d'incivisme, c'est des actes d'incivisme. Et je pense que ce procès, c'est un procès éducatif. Mais à contrario, j'aurais souhaité qu'on ne présente au tribunal que vraiment des personnes contre lesquelles on a réuni des indices concordants et plausibles de nature à motiver leur inculpation ou leur condamnation. Mais dans le cas d'espèce, c'est des jeunes de Ménifrétins qu'on a rencontrés, des innocents qu'on a ramassés par-ci par-là comme trophée de guerre pour les présenter au tribunal. Pour les avocats de la partie civile, toutes les preuves sont réunies pour démontrer la culpabilité des prévenus. La défense a toujours parlé ainsi, mais comptons sur la fin. Moi, le dossier que j'ai à m'apporter, je pense que c'est un dossier défendable. Ce sont nos concitoyens qui ont été faire poser des actes qui font honte. Je vous assure, en ce qui concerne la vidéo, moi je laisse à la discrétion de la police. Tout ce qui a été fait, les innocents s'en sortiront. Tout ce que je peux vous dire. Le fait marquant et déploré par les deux groupes d'avocats est l'absence en cette première journée des audiences du gendarme qui aurait contribué à l'évasion à l'hôpital du présumé meneur de ces actes de vandalisme. Ce gendarme n'est pas dans la salle. Tout au début de l'audience, il a été demandé sa présence. En principe, il devait être là. Moi, je conviens avec eux. Le gendarme, quelles que soient ses fautes, il viendra exprimer ses fautes ici. Pendant que ces audiences publiques se poursuivent à la justice de paix de Koya, les travaux ont repris avec un rythme accéléré. Sur ce chantier, Enanchin a déployé tous ses engins, ingénieurs et ouvriers pour achever ces travaux démarrés depuis 2013. Direction Beila, à qui la faute si les travaux des chantiers ouverts dans le cadre du 55e anniversaire déjà célébré ne sont pas terminés? Les citoyens de cette ville grincent les dents et souhaitent voir achever ces chantiers qui devraient participer au rayonnement et à la modernisation de Beila. Voyons cela de visu dans ce reportage de Tcherno Ousmane Diallo. Dans la ville de Beila,
c'est l'unique infrastructure achevée au compte du 55e anniversaire de l'accession du pays à la souveraineté nationale. Fête célébrée dans la région de Nzerekore en 2013, à l'occasion de laquelle de nombreuses infrastructures ont été construites pour désenclaver les villes de la région et moderniser les infrastructures socio-économiques. Dans la préfecture, 7 projets devraient être réalisés pour changer l'image de la ville. Tous ne sont toujours pas achevés. Au marché, le bruit des pelles s'est tu depuis 3 ans, alors que le chantier est à 37%. Quand tu regardes la police, tu diras que tu n'es même pas là aujourd'hui. Ça a carrément changé la physionomie de la partie là, y compris la maison d'accueil. Si toutes les infrastructures pouvaient pousser comme la police et la maison d'accueil de Beila aujourd'hui, ça fera grand plaisir au Beilaka. Pour le directeur préfectoral de l'habitat, la question du financement n'est pas à l'origine de ce retard. Plutôt une mauvaise foi de l'entrepreneur Lanfia Touré que nous avons tenté de joindre en vain. Sous la pression des intempéries, aucun entrepreneur n'est venu ici. Ce sont les sous-traitants qui les prennent et qu'ils ont recrutés. C'est ceux-là qui étaient sur le terrain. Donc voilà ce qui fait le retard. Et voilà comment on n'arrive pas à communiquer avec les entrepreneurs. En attendant la fin de tous ces chantiers, les habitants de Beila s'organisent pour préserver les acquis obtenus, comme ce Arc de Triomphe ou encore la route de 135 km qui facilite la circulation entre le centre-ville et la préfecture de Nzerekore. Ouverture à Conakry du comité technique régional de santé. L'objectif de la rencontre s'inscrit dans le cadre de la promotion de la vaccination de routine ou encore à améliorer la qualité des soins de la surveillance épidémiologique. Jenny Ansane nous fait le point. Ces représentants des structures sanitaires de Conakry passent en revue l'ensemble des activités réalisées en 2016. Des activités inscrites dans les axes prioritaires de ces établissements. C'est une rencontre technique de tous les membres statutaires à différents niveaux de la pyramide qui se retrouvent, qui discutent des problèmes liés à leur centre, des solutions de propositions et suivi de recommandations et de suivi. Nous nous adressons aux pharmaciens parterres qui vendent des faux médicaments, ceci aussi au vu de tout le monde. Tout cela constitue des aspects liés à une problématique qu'il faut saisir et contre laquelle il faut se lever. Le comité technique régional de la santé va ainsi se pencher sur les mécanismes de renforcement du système de santé post-Ebola. Il y va de la nécessité de poursuivre la prévention et la prise en charge des situations d'urgence, la promotion de la vaccination ou encore l'amélioration de la qualité des soins de la surveillance épidémiologique. Nous avons de l'espoir qu'au sortir de ces 5 jours, eh bien, qu'on puisse aboutir à des résultats performants. Parce que eh bien, nous aurons identifié tous les problèmes qui assaillent la ville de Conakry et ensemble, il sera question de voir comment et dans quelle mesure il fait face pour accomplir de nouveaux progrès. Véritable instance de coordination des différentes activités des structures de santé, le comité technique régional permettra de réfléchir sur les rapports d'interdépendance entre les 22 centres de santé de la ville de Conakry, les 6 CMC, les 3 hôpitaux nationaux ainsi que les services d'appui. À présent, la lutte contre les médicaments de la rue, la 52e promotion de la pharmacie de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry préconise le renforcement de la sensibilisation des populations, la promotion des médicaments génériques essentiels, une manière pour cette promotion de lutter contre la consommation des médicaments contrefaits. Le point avec Adjatou Bari. Les étudiants en pharmacie ne sont pas aujourd'hui en classe. Ils sont venus à la rencontre des citoyens exposés aux médicaments de rue pour les sensibiliser sur les dangers de ces médicaments.
Munis de dépliants, ils expliquent aux passants et étalagistes les complications qui peuvent survenir suite à la consommation de faux médicaments. L'initiative semble réjouir les personnes cibles comme Mohamed Diawara. J'ai su les dangers sur les faux médicaments, je n'avais jamais appris d'abord, mais à travers les dépliants qu'ils ont, j'ai cru à ça aussi. Et surtout quand un médicament est exposé au niveau des rayons solaires, ça détruit le médicament en question. Je dis à tout le monde de ne pas acheter les produits dans les boutiques, dans les marchés. Si on te prescrit une ordonnance, va à la pharmacie. C'est ce qui est bénéfique pour ta santé. Au total, ils sont 600 étudiants en pharmacie répartis entre 26 groupes. Ils viennent des facultés de pharmacie de 3 universités de la capitale. Tout au long de cette journée, ils vont sillonner les différents quartiers des 5 communes de Conakry. Leurs messages sont véhiculés dans les différentes langues. Nous allons les informer parce que si la population continue toujours à aller vers ce marché illicite, c'est parce qu'elle n'est pas informée. C'est pourquoi nous, les étudiants en pharmacie de Guinée, nous sommes portés volontaires pour informer ces populations, pour leur dire que les médicaments de la rue sont très dangereux pour leur santé. La lutte contre la vente illicite des médicaments ou encore la prise des faux médicaments est un combat enclenché par les autorités sanitaires du pays. À travers l'implication de ces jeunes pharmaciens en herbe, l'espoir est permis. Mon cahier de morale, un roman de Hadja Nimaba. Ce livre est dédié à l'éducation des jeunes filles dans un contexte de dépravation des mœurs. Tout a commencé en 1945 où la maîtresse de Nima dispensait des cours de morale à l'école normale supérieure des jeunes filles de Rufisque au Sénégal. Makemed Ouzo a feuilleté ce roman. Suivez. Âgée de 90 ans, Hadja Nimaba, ancienne élève de l'école normale supérieure des jeunes filles de Rufisque du Sénégal. Auteur du livre intitulé Mon cahier de morale, Hadja Nimaba se réfère à ses cours de morale dispensés de 1944 à 1945 par Madame Germaine Le Goff, sa maîtresse d'alors. C'est une œuvre de 79 pages. Elle enseigne et dit d'abord l'avantage de l'école. L'école non seulement enseigne, mais éduque. L'éducation qui est très intéressante dans ce cahier. Un homme instruit en vaut 10. On dit l'homme, l'école transforme le plomb en or. Moi surtout, je me suis intéressée à l'éveil de la conscience. Parce que les mœurs sont piétinées. Édité par l'Harmattan Guinée depuis 2014, ce cahier de morale de 34 thèmes développe des thématiques liées à la lecture, la responsabilité et l'hygiène. Une manière de contribuer à l'éducation de la jeune génération et de l'amener à respecter les valeurs fondamentales de la société. Quand nous étions jeunes, les personnes âgées, le soir se retrouvaient chez les grands-mères et parlaient de Tali. Tali, c'est un recueil de contes éducatifs. De chaque Tali, ça se termine par la morale, par une morale donnée. Et maintenant, avec la télé, on ignore tout cela. Et à l'école, on parle de sciences et de découvertes, de tout et tout, mais la morale, on n'en parle pas beaucoup. Et ce livre-là doit être à la portée des enseignants, pour qu'ils l'enseignent à ceux qui vont enseigner plus tard. À l'école normale supérieure des jeunes filles de Rufisque, 403 élèves de la sous-région ont participé au cours de morale de Madame Le Goff entre 1938 et 1946. Parmi ces Legoffiennes ou Rufisquoises, plusieurs dames ont marqué l'histoire. Jeanne-Martin Cissé, Madame Sultan Fatou Haribo, Madame Diane Nankouria appartiennent à cette génération dont Hadja Nimaba est aujourd'hui la réelle incarnation. Un mot de sport. Après l'Assemblée générale extraordinaire de la Fédération guinéenne de football tenue le 28 février dernier, le comité de normalisation a cédé le fauteuil au président Antonio Soare. Abdoulaye Diallo est le témoin de cette passation.
Cette passation de service entre le comité de normalisation et la Fédération guinéenne de football s'est déroulée en présence des acteurs du football guinéen. Mohamed Lamine Nabé, jusque-là président du CONOR, a passé le témoin à Antonio Soare, désormais président de la Fédération guinéenne de football, après son élection le 28 février, lors de l'Assemblée générale extraordinaire de la Fédération. Le comité de normalisation a géré les affaires courantes de la Fédération guinéenne de football les 9 derniers mois, en réussissant à faire qualifier les équipes nationales masculines U17 et U20 aux phases finales de la Coupe d'Afrique des Nations de leurs catégories respectives. Et le dernier cité à la Coupe du Monde de sa catégorie. En recrutant un sélectionneur national pour l'équipe nationale senior, avec pour mission de former une équipe nationale à forte base locale. En représentant le football guinéen à toutes les rencontres internationales importantes de la FIFA et de la CAF. Le nouveau patron du football guinéen compte s'inspirer de ses prédécesseurs afin de relever le défi de notre football. Le président que je suis s'engage à agir afin que la position qu'il défend soit celle de l'ensemble des membres du comité exécutif, dans sa richesse, dans sa diversité, et pas seulement celle du groupe et d'un clan. Nos statuts, avec leur solidité et leur stabilité, nous permettent de nous concentrer, de nous consacrer à nos tâches et à nos missions essentielles, en portant nos efforts et nos réflexions sur les grands débats importants liés à l'avenir de notre football. Le représentant du ministère en charge des sports à cette cérémonie a réitéré l'engagement d'accompagner la nouvelle équipe fédérale dans sa mission. Au jour d'aujourd'hui, tout ce qui est dossier dans le cadre de la formation, que ce soit les enfants, les jeunes, je veux dire, que ce soit les femmes, nous ne ménagerons aucun effort pour assurer et rassurer la Fédération guinéenne de football dans le cadre de la lettre de mission à nous assignée, à savoir promouvoir le football dans tous ses états. En guise de soutien à la Fédération guinéenne de football, le Bureau national des supporters lui a offert des tenues traditionnelles. Et pour finir cette édition, lancement de l'atelier national de formation des inspecteurs et encadreurs des établissements franco-arabes. L'objectif est de renforcer les capacités des services pédagogiques et administratifs au niveau des écoles franco-arabes. Fatima Diallo. La qualification de l'enseignement franco-arabe, une préoccupation des autorités en charge de l'éducation. Pour renforcer les services pédagogiques et administratifs des écoles franco-arabes, l'Organisation islamique pour l'éducation, les sciences et la culture, ISESCO, a initié cette formation. L'organisation de cet atelier national de formation des inspecteurs et encadreurs des écoles franco-arabes en Guinée et pour objet de renforcer les capacités des services pédagogiques et administratifs au niveau des écoles franco-arabes. La priorité de cette formation est d'initier les encadreurs à l'utilisation des nouvelles technologies de l'information dans l'enseignement franco-arabe, toute chose qui facilitera la transmission du savoir. Le numérique prend une part très importante dans l'enseignement. Les enfants, que ce soit ici, en Guinée, que ce soit en Tunisie, que ce soit en Amérique, ou en France, ou n'importe où dans le monde, ils sont tous naissent avec quelque chose de digital. Les smartphones, les tablettes, les télévisions, tout est numérique aujourd'hui, l'Internet que vous savez, donc il faut absolument que la classe devienne un peu numérique. Sinon, l'enfant décroche. On n'est pas en train de former des imams dans nos institutions scolaires franco-arabes, mais c'est peut-être que des cadres qui peuvent s'exprimer dans d'autres domaines scientifiques, en mathématiques, mais en arabe, médecine en arabe, etc., etc. Il fallait attirer leur attention sur cet aspect de problème, parce que c'est ce qui prévaut actuellement dans l'esprit des encadreurs des franco-arabes dans nos institutions scolaires.
Pendant 4 jours, ces inspecteurs et encadreurs des écoles franco-arabes seront dotés de compétences leur permettant d'améliorer l'enseignement. Objectif, permettre à ces acteurs de mieux profiter des opportunités offertes par le numérique. Voilà, nous sommes au terme de cette édition. Je vous retrouve demain, Inch'Allah, pour d'autres informations. Mais d'ici là, passez de bons moments en compagnie des programmes de la chaîne qui a pour mission de vous servir. Bonsoir à tous.